Hello à tous, ici Claire et Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, je voudrais vous parler de Zencastr, la plateforme que j'utilise pour enregistrer ce podcast. C'est d'ailleurs la plateforme la plus utilisée pour enregistrer des podcasts. Très pratique pour enregistrer à distance car l'invité se connecte via un lien web sans avoir besoin de créer de compte ou d'installer un logiciel. Zencastr enregistre le son et la vidéo également si vous le souhaitez, en local sur chaque ordinateur avant de l'envoyer sur internet. C'est ce qui fait que la qualité de l'enregistrement est irréprochable. Ce que je préfère, c'est que Zencastr enregistre 2 bandes audio séparées, une pour l'invité et une pour moi, ce qui est indispensable pour le montage pour pouvoir couper une des 2 personnes si on parle en même temps, couper un bruit sur une bande audio pendant que l'autre personne parle, ajuster le niveau de son. Je suis très heureuse de compter Zencastr parmi les sponsors du podcast car c'est ce que j'utilise depuis le premier jour d'Oser la reconversion. Créez dès maintenant votre compte Zencastr gratuitement sur zen.ai/oserlareconversion1 et bénéficiez de 30% de réduction pendant 3 mois sur les comptes professionnels Zencastr avec le code OSERLARECONVERSION1. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Marine. Après un doctorat en neurosciences, Marine est devenue gérante d'une maison d'hôtes en Auvergne, le Clos d'Agobert. Marine a grandi dans un contexte familial difficile. Avec des parents peu présents, Marine a été élevée par sa grand-mère qui ne savait ni lire ni écrire. Marine a toujours été poussée à faire de grandes études pour ne pas avoir une vie de galère comme sa grand-mère, comme elle le dit. Très bonne en sciences depuis très jeune, Marine est poussée dans cette direction. Travailleuse acharnée, elle étudie et travaille en même temps. Elle enchaîne les diplômes jusqu'au bac+8 et une thèse en neurosciences. Elle rêve du titre de docteur pour prouver qu'elle peut le faire et offrir à sa grand-mère l'ascension sociale dont elle rêvait. Elle tombe finalement enceinte lors de sa première année de thèse sans que ce soit prévu. Sa grossesse est difficile, elle se retrouve alitée et avec beaucoup de temps pour réfléchir à sa vie, son enfance et sa carrière. Après un ultimatum de son directeur de thèse qui lui demande de mettre de côté sa vie de famille et son enfant pour se consacrer à sa thèse, elle décide d'arrêter sa thèse. C'est le déclic. Elle réalise qu'elle n'a plus rien à prouver à personne et qu'elle peut se consacrer à ce qu'elle veut faire et à sa famille. En parallèle de sa thèse, Marine a acheté des maisons en Île-de-France pour les rénover et les revendre avec une plus-value. Elle a toujours été passionnée par la rénovation et le patrimoine en général. Elle décide alors de tout quitter pour déménager avec sa famille en Auvergne, près de Clermont-Ferrand, et ouvrir une maison d'hôtes. Sa maison d'hôtes, le Clos d'Agobert, comprend aujourd'hui 4 chambres d'hôtes et bientôt un gîte. Alors avec Marine, on a évoqué son enfance, comment elle a été poussée par sa famille à faire de grandes études, le métier de chercheur, son dilemme entre sa carrière et sa vie de famille, sa passion pour la rénovation, comment décider d'arrêter sans abandonner et comment elle a décidé de vivre enfin pour elle. C'est un épisode hyper émouvant, Marine a partagé énormément avec nous et je l'en remercie. Vous allez voir, mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Marine. Bonjour Marine, bienvenue dans Oser la reconversion. Salut! Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel? Oui, à l'heure actuelle, je suis gérante de chambre d'hôtes ou chef d'entreprise, parce que je suis à la tête de mon entreprise, donc dans le domaine de la para-hôtellerie. Alors, ça n'avait rien à voir absolument avec ce que tu faisais avant. Est-ce que tu peux nous raconter tes études et puis ton parcours? Avant ça, j'étais du coup en 2e année de thèse de neurosciences et j'ai arrêté juste avant d'entamer ma 3e année de thèse. En gros, et j'ai un parcours un petit peu atypique puisque bon, en général, les gens qui sont en thèse ont eu un parcours un petit peu différent, ont enchaîné la fac ou alors des prépas, des écoles, etc. Moi, j'ai fait un parcours par petits échelons, on va dire, puisque j'ai eu un contexte familial compliqué et donc pour moi, ça a été important de pouvoir partir de chez moi à 18 ans pile poil, enfin le plus tôt possible. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il a fallu que je travaille. Donc, faire des études longues d'un coup m'était pas possible dans mon contexte familial, voilà. Et la chance que j'avais, c'était que j'étais douée à l'école, en gros. Ce qui m'a permis, du coup, de pouvoir continuer mes études tout en travaillant en parallèle. Donc, j'ai démarré tout bêtement par un BTS optique parce que je savais qu'il y avait des possibilités de continuer après. Ça me permettait surtout de faire mes études en alternance. Donc du coup, j'étais payée pour faire ces études-là en plus de pas avancer de frais, donc ce qui m'a permis de quitter le domicile et qu'il y avait des débouchés aussi derrière si jamais je voulais m'arrêter là en fait. Une fois que j'ai fait donc ce BTS, j'ai continué, j'ai fait du coup passer le concours du coup pour être orthoptiste.
que j'ai eu. Je suis arrivée deuxième de tout le concours que j'ai passé et que je faisais tout ça toujours en continuant de travailler, alors que normalement on n'est pas censé le faire. Avec des stages. À la fin de ces 3 années d'orthopsie, du coup, j'ai passé ma licence d'optique tout en intégrant un master de recherche en neurosciences. Du coup, je faisais les 2 parcours et je continue encore à travailler à côté. Et j'ai fait ça, comme ça, jusqu'à arriver du coup en thèse de neurosciences. Pareil, pour pouvoir le faire, j'ai dû passer un concours. Donc en fait, j'étais payée par la fac pour mes recherches. C'est pas un truc que je faisais comme ça moi pour avoir une thèse. C'était vraiment j'ai passé un concours qui fait que du coup, j'étais payée tous les mois pendant 3 ans pour pouvoir faire mes recherches dans ce laboratoire-là, qui était le laboratoire où j'avais déjà fait un de mes M2, en fait. Et t'es payé combien à peu près? Parce que c'est pas énorme, non, le financement. C'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas beaucoup. Tout va dépendre. Non, t'es payé 1 450 € par mois. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est quand même plus qu'un SMIC. Après, c'est pas énorme pour un niveau de bac plus 8, quoi. Voilà. Ouais. Mais t'es payé quelque chose quand même. Et toi, ça avait toujours été un rêve pour toi de faire un doctorat? Ouais, en fait, moi, je voulais travailler dans le domaine de la santé et depuis gamine, moi, je voulais faire ou médecine ou je voulais faire de la recherche. Voilà. J'ai toujours été attirée par la santé et les sciences. Donc ça, c'est un truc qui m'a plu dès le début, en fait, que je voulais vraiment faire. Par ma situation familiale qui était un peu compliquée, je pense que j'avais un petit peu ce problème d'ego, entre guillemets, où j'avais envie de me prouver que je pouvais faire plus que les autres, que je pouvais m'en sortir, que je pouvais, voilà. Et pour moi, donc, la thèse, un doctorat, ça représentait le plus haut où on pouvait aller. Et du coup, je pense que je me suis lancée dedans, peut-être en regardant la finalité qui, pour moi, était ce fameux titre de docteur, au lieu de regarder la finalité réelle, qui est le métier, et ce que ça va me donner derrière, en fait. Et d'être en thèse et de me rendre compte réellement, du coup, en côtoyant des vrais chercheurs, etc., de leur vie après, m'a pas fait rêver plus que ça, en fait. Même m'a plutôt pas du tout fait rêver, sauf que j'y étais déjà. Voilà. J'aurais dû me renseigner peut-être un peu mieux avant, et en fait, je fantasmais un petit peu ce que pouvait être le milieu de la recherche. Et une fois que j'ai été dedans, je me suis rendu compte qu'en fait, ça c'était peu compatible avec mes aspirations personnelles. Sauf que j'étais dedans, j'avais tellement travaillé, je pense que plus que beaucoup en fait, pour en arriver là, que c'était pas évident en fait d'avoir cette introspection et ce recul nécessaire pour me dire mais en fait là tu fais n'importe quoi, tu continues tout droit pour te prouver à toi et aux autres que t'es maligne, mais dans le fond en fait ça te plaît même pas quoi. Et parce que tes parents, ils avaient pas fait forcément d'études? Moi je suis dans un milieu un peu particulier, c'est que ma grand-mère en fait est arrivée en France en sachant ni lire ni écrire à plus de 30 ans. Donc ma mère, elle a été élevée dans ce cadre-là, elle était femme de ménage. Ma mère a quand même fait des études, ma mère était institutrice. Ma mère était institutrice, mais a fait dépression sur dépression, donc c'est pas occupée de nous en fait, si on veut. Voilà. Donc moi j'ai vraiment été éduquée par ma grand-mère, en grosse partie, qui pour elle toute sa vie a toujours répété, alors que c'était quelqu'un de très intelligent, mais qui avait un complexe énorme du fait d'être analphabète, hein, faut dire les mots comme ils sont. Et qui s'est toujours sentie bête. Je l'ai toujours entendu dire, ma grand-mère, ah vous avez de la chance, vous êtes pas bête comme moi. Alors qu'elle était loin d'être bête, elle était juste pas éduquée, ce qui est très différent. Et du coup, elle avait cette volonté pour ses petits-enfants, ses enfants, qu'il fallait à tout prix faire des études pour s'en sortir. Donc c'était un petit peu le Graal à atteindre. Et de l'autre côté, mon père, très différent. Enfin, moi, je viens d'un milieu social très mixte. Mon père, de l'autre côté, c'était l'inverse. Il avait un papa qui était haut fonctionnaire européen. Donc qui avait passé plusieurs bacs, qui avait passé l'équivalent du bac S, du L, et il les avait tout fait en l'espace de 2 mois. Enfin, il était surdoué, mon grand-père, c'était assez incroyable. Et qui était économe, en fait. Donc voilà, donc c'était ça, cette particularité-là. Sauf que mon père, lui aussi, a eu des ennuis de santé très graves, et du coup, il a pas pu faire les études qu'il voulait faire. Enfin voilà, et donc tout a capoté. Donc il y avait quand même une volonté dans ma famille qu'on fasse des études. Une volonté énorme et cette transmission-là que c'était par les études qu'on n'avait pas une vie de galère. En gros, c'était ça. Dans leur tête, c'était ça. Voilà. Pour toi, en fait, il y avait pas mieux à faire que de faire des études aussi loin que tu pouvais. Ouais, et en fait, c'était ça qui était, c'est fou, c'est que ma grand-mère venait d'un milieu très très modeste, hein, on pouvait difficilement faire plus modeste. Ma mère, à l'inverse, était issue de ce milieu-là, mais avait réussi à faire quand même des études et était instite, et se plaignait quand même encore parce que du coup, c'était pas des salaires mirobolants en Île-de-France, c'était la galère, on s'est retrouvé interdit bancaire à des moments, enfin. Situation voilà un peu compliquée parfois, donc pour elle fallait toujours aller au-dessus et et pour elle on sentait que c'était un échec si on n'était pas capable de faire ça, c'est-à-dire que
Donc dès le début, en fait, quand on était en primaire, on était dos à l'école. Je parle de on parce que ma sœur était un peu dans le même cas que moi. Donc les profs, le collège qui était dépendant de là où on vivait était pas terrible, quoi. Donc du coup, on les a fortement incités à nous mettre dans un lycée privé à côté qui était qui était bien réputé et qui acceptait en fait, ce qui était payé était dépendant des revenus de la famille. Donc du coup, c'était pas cher du tout. En fait, on était boursier, enfin on était considéré comme boursier, donc ça n'a pas été financièrement un énorme sacrifice pour nos parents. Donc dès le début, en fait, on a été dans ce mood-là dès la sixième, avec donc tout un côté où faut faire des études. Les seuls bacs qui étaient passés dans ces lycées-là, c'était forcément des bacs scientifiques. C'était 99% de mentions, hein, pas de réussite, de mentions au bac, avec 2 personnes qui avaient une mention assez bien dans la classe. C'est vraiment des trucs très élitistes et très faut y aller, quoi. Ouais, enfin voilà. Et j'ai été dans ce mood-là dès le début, où forcément, moi, dans ma famille, on était quasi les seuls à être en appart, hein. Quasi tout le monde était dans des jolies maisons et voilà. Et donc petit à petit, enfin moi, j'ai aspiré à ces choses-là. Parce que c'était ça qu'on me montrait on me donnait l'image que les gens qui avaient fait ça, eux, galéraient pas comme nous, quoi. Donc du coup, fallait y aller. Et donc je me suis lancée là-dedans, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Je pense que je fantasmais vraiment énormément. Et après aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais du point de vue psychologique, quand on n'a pas forcément l'attention de ses parents, le côté bonne note, félicitations des profs aussi, ça donne beaucoup de validation et ça peut aussi être finalement une source de motivation. C'est pas forcément tant pour les études que pour la validation des professeurs. Est-ce que toi, tu penses que tu as eu ça? Bah alors moi c'était un peu particulier parce que bah du coup je te dis, mais mes parents sans leur faire leur procès ont été dépressifs pendant un moment, donc ils ont pas été en mesure de s'occuper de nous parce que ils avaient déjà du mal à s'occuper d'eux-mêmes, voilà, malheureusement. Et donc du coup nous, je sais qu'on avait aucun suivi scolaire, c'est-à-dire que mes parents ont même jamais regardé si j'avais des devoirs à faire ou autre. Par contre, il y avait 3 points d'attention du coup dans l'année, c'était le moment des bulletins de notes. Et là, fallait pas que c'est loupé. Sinon, on se faisait dégommer. Moi, je sais que mes parents, j'étais à un moment adolescente de rejet parce que je pense que j'avais peut-être pas la maturité que j'ai maintenant de me rendre compte que il y a des choses qu'ils ont pu faire un peu en dépit de leur volonté et que bah voilà, la dépression c'est une maladie, c'est comme ça. Enfant, je leur en voulais juste énormément en fait, voilà. Donc leur validation à eux, je la cherchais peu. Par contre, j'avais une admiration sans borne pour ma grand-mère et elle, je voulais la rendre fière. Pour elle, pour moi, c'était super important qu'elle soit fière et qu'elle soit pas arrivée en France pour rien et qu'elle ait cette sensation à travers nous, d'avoir grimpé les échelons en fait. Pour elle, c'était important. Et t'as arrêté finalement avant la fin de ta thèse. Alors, comment t'as fait psychologiquement pour te dire, bon, bah, je mets tout ça de côté, ce dont tu viens de nous parler, pour faire ce que moi je veux avant même de finir, en fait? Mais alors, je vais te dire la vérité. Je pense que j'ai pu le faire parce que ma grand-mère est décédée juste avant que je sois enceinte de mon fils, donc 1 an et demi avant ma décision. Et je te dis la vérité, je pense que si ma grand-mère aurait encore été là, j'aurais pas été capable de le faire. Je pense que j'aurais été incapable de lui dire bah là mamie j'arrête, tu vois. Et le fait qu'elle ait pu être là, je pense que j'ai été capable de prendre cette décision. Et parce que j'ai vu ça comme pas comme un abandon, parce que je vois des fois même parmi des amis mais qui choisissent mal leurs mots et qui me disent oui c'est vrai quand t'as abandonné ta thèse. J'ai pas abandonné ma thèse, j'ai démissionné, j'ai changé de travail, j'ai choisi un autre parcours. Je n'ai pas abandonné. C'est-à-dire pour moi l'abandon c'est quand on commence à trouver les choses trop dures et qu'on se dit oh, flemme d'aller au bout. Pas du tout. C'est s'il y a bien un truc que j'ai pris dans mon parcours, c'est que je suis pas quelqu'un qui abandonne. Si j'ai arrêté, c'est parce que ça a été un choix de vie par rapport à un moment où ça me correspondait juste plus. Au même titre que quand on divorce, c'est pas qu'on abandonne le couple, c'est qu'à un moment ça nous plaît plus, quoi. Hein, c'est pareil. Et du coup, j'ai choisi pour être capable de faire ce choix d'arrêt avec tous les sacrifices que ça a mis derrière, de me dire, est-ce que la finalité quand on est dans l'apprentissage de quelque chose, c'est le diplôme forcément, ou est-ce que c'est tous les apprentissages qu'on a entre-temps? Et j'en ai appris des choses. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir perdu 10 ans, 15 ans, voilà. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris à gérer des budgets, j'ai appris à gérer des équipes, j'ai appris à faire plein de choses qui me servent à l'heure actuelle, même si c'est pas dans le domaine des sciences. J'ai appris à travailler, voilà, rien que ça, à me donner. Et du coup, j'ai fait ce choix-là. Et je pense qu'en fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit et pas à moi-même non plus. C'est-à-dire, je suis arrivée à un stade de ma vie où je savais ce que je valais
et j'avais plus besoin de valider ça par un diplôme, en fait. C'est aussi pour ça que j'étais capable de faire ce choix-là. Et ça, tu penses que ça a été le déclic, ça a été la naissance de ton enfant, de savoir ce que tu vaux? En fait, la naissance de mon enfant, ça a été, de toute façon, tu vas comprendre. Quand en fait je suis tombée enceinte, c'était pas prévu. J'étais contraception, enfin voilà, c'était pas prévu qu'il arrive que je tombe enceinte en fin de première année de thèse. Hein. Moi, j'avais toujours prévu d'avoir des enfants après la thèse. C'est pas prévu là. Mais bon, voilà, la question s'est pas posée. On l'a gardée, on s'est même pas posé la question. Mais bon, on s'est rendu compte assez vite que ça allait être un petit peu compliqué. Et d'autant plus que j'ai eu une grossesse très complexe, ce qui fait qu'à partir de 5 mois, j'ai été alitée complètement parce que je risquais de le perdre, en fait. Pendant 5 mois, j'étais allongée comme ça. Voilà, un peu compliqué. Ouais, t'as eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de réfléchir. Et puis, je me suis aussi rendu compte que la vie, elle continue à tourner sans moi très bien. Le labo, il tournait sans moi, que j'étais pas indispensable. Et que du coup... c'est peut-être bien que je fasse des choses pour moi et pas en pensant appartenir à quelque chose de plus grand que moi et auquel il fallait que je sois un rouage important. Parce que c'est le principe de la recherche aussi, mais comme de médecins ou de choses comme ça, c'est qu'on nous dit qu'on sauve des vies quand même à terme. Donc ça monte un petit peu à la tête, hein, faut pas se dire. Ça veut dire que dans nos têtes, on se dit oui, là on fait quelque chose de super important. On se sent presque égoïste de plus vouloir faire ça, de comment ça tu veux plus aider les gens. Enfin, c'est pas si simple que ça. Et d'arrêter de te rendre compte que les gens prennent très bien le relais sans toi et que des gens qui veulent faire ça, il y en a beaucoup et que non, t'es pas indispensable. Ça te permet aussi tu vois, de remettre les choses dans ce contexte. Et l'autre chose que j'ai eue, c'est que du coup ma grand-mère était décédée peu de temps avant que je tombe enceinte, et c'était du coup mon gros repère maternel dans ma vie. Donc j'ai eu une phase où j'étais pas très bien, mais je travaillais beaucoup, donc en fait j'y pensais pas, ça allait. Et d'avoir dû être arrêtée pendant 5 mois, j'ai commencé à faire en fait mon processus de deuil, je pense en décalé à ce moment-là en fait, par rapport à ça. Et quand mon enfant est né, c'est un peu tout pété chez moi parce que du coup ça fait que ma propre enfance auquel je pensais très peu parce que j'étais occupée et que ça sert à rien de ruminer le passé. Enfin, je pense un peu de cette manière-là. Donc, j'avançais et puis c'était pas grave. C'était, voilà. Tout m'est revenu dans la tronche d'un coup. Les chutes hormonales, la totale, quoi. Le deuil qui arrive. Et j'ai commencé à me sentir, en termes de morale, alors je suis quelqu'un de pas très très loin d'être, je suis plutôt toujours dans le haut. Et là, je me sentais descendre. En termes de morale, j'étais pas bien. Et d'avoir eu des parents dépressifs, ma plus grande crainte, moi, c'était de faire une dépression. C'était le truc que je voulais jamais faire et jamais faire subir à un enfant. Et du coup, je me suis dit, là, faut que je change quelque chose. Je peux pas rester et commencer à sombrer et c'est pas possible. Et du coup, ma manière à moi de pas sombrer dans la dépression, d'aller bien et de faire un truc, ça a été de me recentrer sur ce que je voulais faire et de tout changer, en fait. Et c'est ce que j'ai fait, et très vite. Et peut-être pour revenir, quand tu disais que ça te faisait pas rêver la vie de chercheur, parce que c'est un métier qui est vraiment mal connu. Comment ça se passe peut-être le quotidien d'un chercheur? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce qui est compliqué, c'est pas tant le quotidien, parce que le quotidien, en fait, moi, je vais parler pour ce que j'ai vu, parce que selon le laboratoire où tu tombes, moi, je sais que j'étais dans un laboratoire où il y avait énormément de budget, donc le problème de l'argent, on l'avait pas. Alors que je sais que c'est une des choses où les gens s'en plaignent beaucoup, c'était l'argent. Nous, on était dans un laboratoire public, mais qui avait un partenariat hyper important avec le privé. Et du coup, enfin, il y avait des sous, quoi. Hein. Franchement, c'était pas le problème. Mais je sais que pour certains domaines, ça va être une des choses qui va être dite. Moi, ce qui me dérange beaucoup avec le quotidien au niveau de la recherche, c'est que une fois qu'on a sa thèse, il faut qu'on enchaîne des post-docs. Donc des post-docs, qu'est-ce que c'est? C'est des petits contrats entre 1 an et 2 ans, 3 ans, grand maximum, dans des laboratoires pour valider le fait que tu aies fait un post-doc. Et sauf que ça, tu es obligé de le faire dans des laboratoires différents. Des laboratoires différents dans des domaines comme on est, ça veut dire poste à l'étranger, ça veut dire bouger vraiment loin. C'est pas tu es à Paris, tu vas dans un autre petit labo à Paris. C'est forcément t'es obligé de déménager. Et au bout d'un certain nombre de post-docs, en général t'en faut au moins 3-4, tu te retrouves, là tu vas passer un concours en général pour avoir un poste plus permanent. Mais donc du coup, ces quelques post-docs dont je te parle, qui durent chacun une année, en fait, tu peux mettre plus de 10 ans avant d'être titularisé quelque part. Donc ça veut dire que tu passes ta thèse, tu as déjà 26-27 ans passés. Tu te retrouves ensuite pendant encore bouger, etc. C'est hyper compliqué d'avoir une vie de famille parce qu'il faut un conjoint qui est capable de suivre, il faut pouvoir scolariser les enfants derrière. Ça veut dire difficilement avoir des projets, ne serait-ce que d'achat de maison. C'est très compliqué, hein. C'est vraiment pas simple. Et puis c'est un stress énorme parce que ça veut dire qu'à la fin de tes contrats, tu sais pas où tu vas aller, tu sais même pas si tu vas être pris tout de suite ou pas. C'est compliqué et c'est pas pour rien que dans la recherche académique,
c'est majoritairement plutôt des hommes avec des conjointes qui arrivent à suivre que des femmes. Ou alors des personnes qui ont leur famille bien plus tard, une fois qu'ils sont titularisés. Mais c'est compliqué quand tu l'es pas, et d'autant plus quand t'es une nana, de suivre tout ce rythme-là. Et je parle pas de misogynie ou autre, hein, c'est juste que le principe de comment c'est fait, cette instabilité-là, c'est un peu compliqué, quoi. Et avec des salaires qui sont autour des 2 000 € par mois alors que ça fait t'as déjà plus de 35 ans et t'as un bac plus 8, hein. On parle pas par rapport à quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est correct. Quand on sait les revenus qu'on a quand on a plus de 10 ans d'études. Surtout si ton conjoint doit démissionner, ne pas avoir trop de travail pour pouvoir te suivre, c'est quasiment impossible. C'est très compliqué. Donc sinon, donc ça c'est si tu veux faire de la recherche académique, donc rester dans des choses, voilà. Ce que moi je voulais faire, parce que je te dis, moi c'était pas pour l'argent, c'était plus pour la gloire. C'est d'avoir écrit docteur à côté de ton nom, c'est ça qui te faisait rêver? Ouais, je pense que je voulais changer les choses, quoi. Je pense que j'avais cette aspiration à vouloir révolutionner quelque chose, un domaine, foncièrement. Je pense qu'il y avait une part un peu altruiste de vouloir vraiment aider. Il y avait une part parce que moi j'ai toujours rêvé grand. Donc si je rêvais d'être docteur, je rêvais pas juste d'avoir mon doctorat et de partir. Je rêvais d'être docteur et de continuer, et d'avoir un poste, d'être professeur après à la fac, enfin d'avoir des trucs hyper importants. En fait, je voulais laisser mon nom. Ouais, j'avais un peu un melon, mais non, mais enfin voilà, j'aspirais à ces choses-là. J'aspirais à ça, sauf que pour pouvoir faire ça, il y a un parcours à passer qui est difficilement compatible avec une vie de famille. Enfin, ou alors pas comme moi je l'entends, c'est-à-dire en laissant vraiment l'éducation au conjoint. Et alors, quand tu dis que donc quand t'as eu ta période un peu plus down, t'as réussi à te dire je change tout. Comment t'as réussi à savoir, parce que souvent on sait ce qu'on n'aime pas, mais on sait pas forcément quoi faire. Comment t'as réussi à savoir ce dont toi t'avais envie? Bah alors, du coup, je suis un peu une hyperactive. Donc, pendant que je faisais ma thèse, je faisais aussi d'autres choses, dont du coup de l'achat-rénovation de maisons. Et donc, du coup, on avait acheté et revendu déjà deux maisons pendant 2-3 ans, enfin assez court. Et ça m'avait énormément plu. J'avais adoré donc toutes ces phases de voir la transition, les gens qui rachètent derrière qui étaient super contents, la plus-value qu'on fait aussi, il faut pas se mentir. Et d'ailleurs, j'ai gagné mais 10 fois ce que je gagnais en tant que salarié via ça, en fait. C'est-à-dire que ma vie était pas gagnée via ma thèse, ma vie était gagnée via l'immobilier. À un moment, j'ai voulu donc faire des choses avec l'immobilier, j'ai voulu continuer là-dedans, voilà. Et du coup, bah on a bougé. Je savais pas exactement comment, parce que l'immobilier c'est vaste, hein. Tu peux avoir l'achat-revente, tu peux avoir la location de meublé, tu peux avoir tellement de choses. Mais je savais que j'avais une passion là-dedans et dans le patrimoine. Enfin, j'ai une passion pour le patrimoine de manière générale. Je trouve ça assez beau. Moi, j'ai pas grandi en maison dans des trucs comme ça, donc les choses vraiment belles me font un peu pétiller, tu vois, c'est très vite. Assez vite, je me suis dit, ça va être là-dedans, mais comment, je savais pas. Mais je savais que je voulais faire de la rénovation, des choses du genre. Mais comment Tu dirais peut-être que, en fait, comme on t'avait dit qu'il fallait faire des études pour avoir une bonne situation, à un moment donné, en fait, à ce moment-là, tu t'es rendu compte que finalement, les études, ça payait pas forcément et que fallait mieux faire autre chose, et que c'est là que tu as eu un peu le déclic de dire, bon, je mets de côté les études. Ouais, bah en fait, tu sais, on m'avait vendu le fait qu'il fallait à tout prix faire des études pour pas avoir une vie de galère. Je regarde, j'ai fait aucune soirée étudiante de ma vie. Si j'en ai fait une, j'ai fait une soirée médecine une fois dans ma vie. J'ai fait que travailler. Mais quand je te dis travailler, c'est travailler, parce que quand tu fais 2 masters en même temps, que tu travailles en parallèle, pour pouvoir faire ces masters-là, tu vas pas en cours. Faut pas se leurrer, t'as pas le temps d'aller en cours et de travailler. Donc du coup, je rattrapais le soir. Je faisais que bosser. Ça a été une vie de galère. Faut pas se mentir. Alors après, avec la fierté, parce que j'ai toujours eu ce côté-là, un peu, je pense, comme quelqu'un qui fait du sport à haut niveau, de se dire, vas-y, là, je souffre, mais une fois que t'as ta médaille, t'es tellement fière, tu vois. Donc moi, j'avais cette sensation-là. C'était le côté, je souffre, je suis comme ça, c'est dur. Et d'un coup, j'ai un pic d'euphorie au moment où tu vois que j'y arrive. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'empêche que pendant 10 ans, ça a été la galère. Faut pas se mentir. Et donc, du coup, tu te dis, mais attends, la vie de rêve, là, qu'on me vante depuis que je suis gamine, de si tu fais des études, ça va aller, tu vas pas travailler tant que ça, tu vas bien gagner ta vie, tu te soucieras pas pour tes enfants, pour machin, c'était pas du tout ce que je voyais arriver, moi, hein. Ça a juste été pour faire des études, j'ai galéré comme pas possible. Et plusieurs fois, je me suis dit, franchement, je me serais arrêtée au BTS, j'aurais ouvert mon magasin, j'aurais continué mes petits trucs, etc. J'aurais peut-être pas galéré autant, hein. Et j'aurais peut-être eu une vie très décente, pas besoin non plus de, tu vois. Ouais, ça m'a aussi remis en cause. Ça correspondait pas tout à fait à ce qu'on m'avait vendu, quoi, hein. C'était la galère. Et comment ça s'est passé? Alors, tu as été arrêtée au moment où tu étais enceinte.
Et t'as jamais repris? Non, en fait, si j'ai repris. J'ai repris et ça a été la douche froide. Bon, je m'excuse d'avance s'il m'écoute, mais ça a été la douche froide parce que en fait, quand j'ai quitté, j'avais des collègues que j'adorais, qui étaient issus de la fac comme moi et qui avaient continué, qui avaient certains des parcours de vie un peu similaires aux miens et donc on se comprenait beaucoup et c'était hyper agréable d'aller au boulot. Enfin, j'étais vraiment dans une bonne entente de groupe et et du coup, j'ai été arrêtée très longtemps, hein, plus après le congé mat et tout. En gros, quasiment 8 mois, je suis pas allée au boulot. Enfin, assez longtemps. Dès que mon congé maternité s'arrête, donc mon petit a 2 mois et demi, 3 mois, je reprends. Et là, en fait, toute l'équipe a changé parce que du coup, c'est la recherche. Donc, en fait, tes contrats durent 1 an ou 2. Donc, en fait, tout le monde avait changé. Et là, donc, du coup, dans les doctorants, je me retrouve avec des doctorants qui, eux, sont issus des classes préparatoires, de Polytechnique, de l'ENS, etc., qui ont des parcours de vie qui sont absolument pas les miens, hein, sans vouloir, voilà, c'est juste qu'on a des parcours de vie différents et on n'est pas du même milieu social, on se captait pas. Enfin, tu vois, on n'était pas du tout dans le même parcours de vie non plus. Ils étaient beaucoup plus jeunes parce que eux, ils avaient pas fait comme moi tout un truc un peu tarabiscoté. C'était un parcours plus classique, c'est-à-dire 2 ans de prépa, leur école d'ingé et puis hop après ils font la thèse. Donc en 5 ans le truc il est bouclé quoi. Hein. Moi c'était pas ça, donc j'étais déjà plus vieille. Je pense que du coup on avait des maturités un peu différentes sur certains points. Je venais d'être maman en plus. Donc l'entente a été plus compliquée. Alors pas au point de pas s'aimer, mais du coup, moi d'aller au travail, je prenais même pas de plaisir à aller au travail. C'est-à-dire que mon sujet de recherche commençait à me gaver royalement parce que ça avançait pas comme je voulais sur certaines choses. À côté de ça, les collègues que j'adorais étaient partis. Donc en fait, le retour au travail a été très complexe. Très très complexe. Et ça aussi fait certainement partie du fait que j'ai pas eu envie de continuer. Hein, je pense. Si jamais j'avais été dans un environnement où j'adorais tout le monde, peut-être que j'aurais réfléchi différemment. Là, je me suis un peu retrouvée en mode mais qu'est-ce que je fous là quoi. Je rentre du boulot, il est 21h, mon fils dort. En plus de ça, on me fait la réflexion que je bosse pas assez parce que forcément, avant, je bossais même les week-ends. À 3h du mat, tu pouvais me voir en train de faire des stats un samedi. Non, une fois que j'avais mon fils, je faisais plus ça. On va pas se mentir. Et pourtant, je travaillais, j'étais pas aux 35 heures, hein, voilà. Mais malgré tout, c'était plus assez. Et du coup, ouais, ça a généré une espèce de frustration où tu te sens mauvais dans les deux. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sens mauvais au travail parce que on te fait comprendre que t'en fais pas assez. En même temps, moi, j'avais un directeur de thèse qui était humain, tu vois. Donc du coup, il le savait que j'en faisais. Ben, tu vois, il savait qu'en même temps, il pouvait pas me demander vraiment. Il me l'a dit. Il m'a dit, je vais pas te mentir, Marine, t'aurais pas été maman, je t'aurais dit, de toute façon, c'est ta thèse c'est ton bébé, il va falloir y aller encore plus, c'est 7 jours sur 7 qu'on bosse, c'est 80 heures dans la semaine qu'on fait, facile. Là, t'as un enfant, je peux difficilement te le dire. Par contre, je peux te dire qu'à un moment, les deux ensemble, ça va pas être compatible, il va falloir que tu choisisses. Il a dit, et le choix, c'est toi qui vas devoir le faire. Il dit, donc ça veut dire où tu vas mettre de côté pendant 3 ans ton enfant, le temps de finir ce que tu as à finir. Ou alors, tu sais très bien que ta thèse, tu l'auras, certes, parce que voilà, j'avais déjà pondu des articles et tout, mais tu l'auras pas à la hauteur que ce que t'espères. Elle sera pas reconnue comme t'aimerais, et du coup, toute la suite que tu veux de ton parcours universitaire sera pas celui que t'espères. De toute façon, je savais. Hein. Donc à ce moment-là, moi, ayant pas été élevée des masses par mes parents, je voulais pas reproduire ces schémas-là. Donc du coup, pour moi, c'était hors de question d'être pas à la hauteur en tant que maman. Enfin, en tout cas, ce que moi je mettais dans la tête d'être à la hauteur, parce qu'on a tous des idées différentes. Mais en tout cas, moi, mon idéal à moi en tant que mère, je voulais essayer de m'y tendre, même si je fais pas tout comme j'aimerais, mais voilà, je voulais y tendre. Tu veux peut-être leur offrir la stabilité que toi, t'avais pas eu. Exactement. Pour moi, c'était hyper important. Et sauf que tous ces trucs-là, j'en ai pris conscience vraiment, au moment où le petit est arrivé. Et en fait, ce que je te disais au début, le fait que ce soit que ma grossesse ait pas été prévue, fait que du coup, j'avais très mal tout anticipé parce que dans ma tête, c'était un peu irréel, tu vois. Et donc, du coup, en fait, j'ai pris conscience de tout ce que ça allait changer dans ma vie qu'une fois qu'il était là. Enfin, tu sais, une fois que j'étais un peu sur le fait accompli. Tu vois, j'avais pas bien capté, en fait. J'ai capté vraiment une fois qu'il était là et je me suis dit, ah ouais, mais là, ça va être chaud, chaud. Mon mari, lui, avait la chance, à l'inverse, d'avoir une famille hyper aimante, hyper stable, hyper... le cliché des grands-parents, tu vois, le cliché de la famille que tu vois à la télévision, voilà, c'est la famille de mon mari. Et donc, très bien, tu vois, c'est aussi ce qui m'a plu chez lui, je pense, indirectement, inconsciemment. Et qui, eux, sont d'Auvergne. Quand on a vu qu'on galérait, mais vraiment, on galérait comme pas possible, parce que du coup, moi, je pense que j'étais hyper frustrée, quoi. Je me sentais nulle comme maman, parce que je rentrais à pas d'heure, et que ma tête, elle était à la thèse. Et quand j'étais au boulot, ma tête, elle était à merde, faut pas que je rentre trop tard. J'ai quand même, tu vois, je me sentais nulle. En fait, je pense que tu avais un dilemme entre ce qu'on attendait de toi et ce que toi tu voulais faire. Parce qu'il y avait les deux côtés. Ouais. Il y avait ça, j'avais un dilemme là-dessus. Et en plus de ça, moi, j'étais très
J'ai très été élevée dans le côté un peu girl power, tu vois, un peu comment dire, tu peux tout faire. Et Mm. c'est même pas tu peux, c'est tu dois, en fait. Il y avait un côté, attends, les femmes se sont battues pour qu'on puisse travailler, maintenant on a le droit de faire ça, et toi, tu vas faire quoi? Tu vas être femme au foyer? Non, mais, tu sais, ça avait un côté Ouais, c'était même au-delà de parce que tu peux tout faire, ça veut dire si tu veux être femme au foyer, sois là et on te respectera de la même manière. Mais c'était pas ouais. ça du tout, moi, le discours que j'avais. Le discours que j'avais, c'était, t'es une femme, t'es intelligente, tu vas quand même pas passer ta vie à t'occuper de ton gamin. Tu peux quand même faire d'autres choses, Mm. tu vois. Moi, c'était vraiment plus ce discours que j'avais toujours entendu. Est-ce qu'il y avait un côté aussi gâcher ton potentiel? Ouais. Oh, mais clairement, clairement. Mm. C'était un côté où il y avait un côté, mais attends, tu pourrais faire tellement plus. Donc fais-le. Enfin, tu vois, si les gens qui arrivent à faire ce que tu as fait le font pas, qui va le faire? Ce qui est complètement, quand tu y repenses, tu te dis, mais c'est complètement mégalo de penser comme ça. Et puis c'est une charge énorme sur la tête de quelqu'un de lui dire, en fait, ton avenir ne t'appartient pas. T'es bon là-dedans, donc tu dois faire ça. Mm. Oui, enfin bon, moi, il y avait 1000 trucs, hein, qui m'intéressaient. Mais je suis partie là-dedans. Je pense que et je te le dis rétrospectivement, même le fait que j'ai choisi les sciences justement et pas la finance, pas des trucs comme ça, les sciences, j'en suis persuadée, c'était vraiment parce que depuis gamine, on me martelait que, bah, j'étais bonne en maths, j'avais un bon esprit de truc, donc on m'imaginait là-dedans. Comme ça, il y a pas beaucoup de femmes qui font ça, donc c'est très bien pour la cause. Tu vois, il y avait tout un Ouais. truc. C'est comme si c'était plus grand que moi à chaque fois. Tu sais que moi, Ouais. j'avais suivi le mouvement, alors que dans le fond, j'ai toujours préféré les lettres aux sciences, même si j'étais bonne en maths, hein, c'est pas le problème. Mais bon, Mm. je me suis lancée, tu vois, et j'ai une partie pour moi. Je vais pas tout mettre sur la faute des autres. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui, du coup, où il y avait aussi de l'ego dedans. Faut pas se mentir, hein. Il y avait de Mm. l'ego de vouloir réussir à faire ça. Mais il y avait aussi ce qu'on te martèle depuis gamin. Puis je te dis, du coup, moi, ils m'ont mis dans une école assez élitiste. T'as Mm. que des gens qui pensent comme ça. Des personnes pour qui, mais faire un BTS, mais c'est la honte. Et est-ce que tu as eu un événement pour avoir le déclic justement de ça y est, j'arrête ma thèse et puis je fais autre chose? Ouais, je commençais à vraiment pas aller bien. Mon directeur de thèse l'a vu parce que je suis quelqu'un de très, enfin, je souris tout le temps. Enfin, je vais plutôt bien, Ouais. quoi. Je suis plutôt énergique et tout. Et il s'en est rendu compte et du coup, il m'a convoquée dans son bureau et il m'a dit, écoute, Marine, ça se voit là, ça va pas. Tu ne vas pas bien. Je suis, ouais, je t'avoue, ça va pas des masses. Et du coup, il a eu la conversation avec lui que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire, Mm. là, tu vas aller droit dans le mur, dans l'un ou dans l'autre. Il va falloir que tu choisisses, en fait. Par contre, je pense qu'il s'attendait à ce que je dise, je choisis la thèse. Il avait été. Ouais, parce que quand le lundi, je le vois, je fais, bah, ça y est, j'ai choisi, j'arrête. Il m'a regardé, il fait, quoi? Tu fais quoi? Je fais, bah oui, j'arrête. C'est la conversation qu'on a eue. Tu sais, il m'a regardé, genre, ah, mais c'était pas là où je voulais en venir. Je pense, dans sa tête, c'est une manière de dire, bah, mets un peu de côté, tu vois, et refocus. Puis moi, c'était, ah, bah, d'accord, Ouais. très bien, salut. Donc, ouais, c'était ça. Donc, la décision, elle a été prise en un week-end après cette conversation. Non, en 2 jours, j'ai pris la conversation. Et en fait, j'appréhendais énormément la réaction de mon mari, de ma famille, de mes amis. Et en fait, je me suis fait une montagne toute seule. J'avais hyper peur de leur dire que j'arrêtais. Et en fait, ils ont tous été, mais ouais, bah ok, pas de problème. Et en fait, moi-même, je me suis dit, ils vont tous me dire, t'as pas, tu sais, donc j'avais préparé tout un argumentaire, faudrait que je leur dise ça pour les convaincre et tout. Tous, ils m'ont dit, bah ouais, t'as raison, enfin, genre, en gros, t'as rien à prouver à personne. Et en fait, et je sais que j'en avais parlé à mon père qui m'a dit un truc qui m'avait touché beaucoup et qui m'avait dit, mais t'as prouvé au fur et à mesure de ces années que tu sais te dépatouiller, peu importe d'où tu viens, donc peu importe ce que tu feras, tu te démerderas, j'ai confiance en toi. Et ça m'a fait un bien, mais pas possible. De me dire, Mm. bah ok, enfin, ils sont pas déçus, parce que j'avais peur de décevoir, tu sais, comme quoi, des fois, tu te fais aussi un film de ce que tu penses que les gens attendent de toi, qui est pas forcément ce qu'ils attendent. Bah, comme toi, tu faisais ça pour les autres principalement. Mm. Du coup, pour toi, ils allaient mal réagir parce que c'était ce qui te tenait finalement pendant toutes ces Ouais, années. c'est vrai qu'en fait, tu vois, je pense que ma famille, comme beaucoup en fait, et de parents, ils m'avaient énormément dit, enfin poussé oui et non parce qu'ils surveillaient pas les devoirs, mais par contre ils me faisaient bien comprendre que c'était hyper important d'être très bon en cours. Ça, depuis le début, c'était le cas, collège, lycée, voilà. Mais sauf qu'en fait, je pense que pour eux, et ça je le comprends que maintenant, c'était une manière que je puisse après faire ce que je voulais, faire des études, peu importe dans quoi finalement, et y arriver, mais que j'abandonne pas dès le collège, lycée. Et sauf que moi, je l'ai compris comme, je m'arrête plus. Enfin, tu vois, je continue, je continue, je continue. Alors qu'en fait, finalement, mon père, il me l'a dit après, il me fait, mais moi, tant que t'as eu ton bac,
ton truc et que tu as eu un diplôme, peu importe lequel, et que je sais que tu peux travailler et que tu seras pas chômeuse, c'est OK. On voulait que ça. On a peut-être été trop dur collège, lycée, mais nous, on voulait juste ça, tu vois. Il y avait pas de, voilà. Et comme ça, j'ai eu un parcours un peu comme ça, j'ai validé plein de diplômes. Le concours d'orthopsie, donc je suis professionnelle de santé aussi, qui m'a dit, mais là, tu peux travailler n'importe où, en fait. C'est pas, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Donc là, arrête-toi si tu veux. Au pire, dans 3 ans, tu t'es trompé de voie, tu seras orthoptiste, on s'en fout. Mais sur le coup, pour moi, fallait vraiment continuer. Je sais pas, je me suis mis un truc. Je me suis après, ça doit être ton caractère aussi. Tu as une personnalité où tu fais les choses à fond. Donc, on t'a dit qu'il fallait faire ça. Tu l'as fait à fond. Ouais, je le fais, ouais, c'est ça. Comment tu t'es dit, je vais faire une maison d'hôtes plutôt que refaire orthoptiste, par exemple? Alors, orthoptiste, du coup, j'étais vraiment avec les patients, etc. Et j'ai fait ça beaucoup en parallèle de mes études où je travaillais dans un cabinet où j'assistais à l'ophtalmologiste, en gros. Donc, j'ai fait ça pendant mes études. Et ça avait un côté où j'ai adoré, en plus, j'adore être avec les gens et les patients, enfin, j'adore ça. Mais du coup, moi, j'étais vraiment avec des personnes qui perdent la vue, etc. Donc, c'était assez lourd. Émotionnellement, c'était dur et j'étais à un moment de ma vie où j'allais pas très bien. Et du coup, j'avais pas forcément envie de travailler avec des personnes qui sont eux-mêmes dans une détresse psychologique qui est certainement encore plus légitime que la mienne parce qu'ils vivent quelque chose de vraiment très difficile. Je ne sentais pas à ce moment-là, en fait, de retravailler là-dedans. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le projet du Clos d'Agobert, comment vous avez trouvé la maison et puis comment vous avez décidé de vous lancer? Ouais, du coup, donc on voulait se rapprocher impérativement de la famille d'Alexis, qui était en Auvergne, donc eux à Clermont-Ferrand. On a commencé à chercher tout proche de chez eux au début. Je te disais, ça arrivait un moment de ma vie où j'étais paumée. Alors, franchement, je savais pas ce que je voulais. À part savoir qu'on voulait de l'aide et être proche de chez eux, on savait pas à quel point on voulait être proche, ni quel type de maison. Enfin, franchement, on savait pas. Et en plus de ça, on n'avait pas vraiment conscience des prix de l'immobilier, tu vois. Pour nous, l'Auvergne, ça valait pas grand-chose, surtout en parallèle de l'Île-de-France d'où on venait. Et sauf qu'en fait, si tu es en centre-ville de Clermont-Ferrand versus à Saint-Maur-des-Fossés où nous on avait acheté, les prix immobiliers, si tu veux une jolie maison, t'es à peu près la même chose. Hein. Ça nous avait un peu refroidi parce que du coup, on pouvait pas s'acheter ce qu'on pensait qu'on pourrait s'acheter aussi. On n'avait pas le même budget. Bon, ça, j'avais démissionné. Après, devait se faire que sur Alexis. Donc, et donc, petit à petit, on a cherché des choses comme j'aimais. Moi, je voulais à tout prix du terrain. Ça, pour moi, c'était hyper important. Parce que je suis un peu sauvage. J'avais envie d'être un peu toute seule. Ouais. J'avais pas envie Surtout après Paris, je pense. C'est ça, en fait. Mais je me disais, tu sais, j'avais un peu ce côté, on quitte l'Île-de-France. Moi, je recommence à zéro. Je fais une forme de sacrifice, c'est pas le terme parce que c'est moi qui ai choisi, mais je fais un changement radical. C'est pour que ce soit du mieux, en fait. Donc, du coup, je voulais à tout prix avoir du terrain, une vie un peu plus paisible, enfin voilà. Et donc en centre-ville de Clermont, avec notre budget, c'était introuvable. C'était pas dans nos moyens. Donc petit à petit, en fait, on s'excentre. On regarde la première banlieue de Clermont. Moi, j'ai pas peur de la banlieue. J'ai grandi en banlieue, donc ça me dérange pas du tout de pas être dans la ville principale et en banlieue. Sauf que les banlieues de Clermont, désolée à ceux qui habitent en banlieue de Clermont, c'est du pavillonnaire, quoi. C'est des maisons un peu, voilà, c'est pas très charmant, voilà, on va se le dire. Donc petit à petit, on a continué à chercher plus loin. Et en fait, là où on a trouvé les beaux villages en pierre, enfin ce que moi j'avais dans mon imaginaire en partant, on l'a trouvé, mais du coup c'était à 25 minutes, une demi-heure de Clermont, tu pars quand même. Et on est tombé sur cette maison un petit peu par hasard, parce qu'au début on voulait pas trop bouger, tu sais, Alexis lui travaille dans le centre de Clermont, donc il disait vas-y, 10 minutes c'est bien, enfin tu sais, c'était mis un horaire comme ça. C'est un peu compliqué, et petit à petit, il s'est dit bon allez, une demi-heure ça va, je vais m'en remettre. Donc voilà, donc il y a une demi-heure. Et on est tombé fou amoureux de la maison, surtout mon mari. Et sauf que pour pouvoir financer la maison, si on la finançait, on pouvait la financer nous-mêmes, mais on n'avait plus d'argent à côté pour racheter d'autres biens et faire de l'achat-revente ou faire de l'investissement locatif. Impossible. C'est-à-dire que si on achetait cette maison, tout passait dans la maison. J'ai dit ok, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, si tu veux ça, il faut que cette maison puisse me rapporter un salaire suffisant pour pas avoir besoin de faire d'investissement à côté. Et donc c'est pour ça qu'est venu le projet de chambre d'hôte en fait. Ça a été pour financer cette maison qu'on a choisi de faire ça, et ce qui me va bien finalement parce que ça m'a permis de faire donc la rénovation, ce que j'avais envie de refaire à mon goût comme je voulais. Gestion moi-même des budgets, des choses comme ça, donc où je récupère un peu des compétences que j'avais apprises dans mes autres boulots, l'air de rien, l'aspect relationnel que j'avais aussi apprise quand j'étais en contact avec les patients, etc. Et donc en fait tous ces petits trucs je les retrouvais. Et ce que j'adore dans mon métier actuel aussi, j'étais faite élevée dans un milieu très mixte finalement, puisque j'avais d'un côté ma grand-mère qui était mes parents plutôt classe moyenne, même s'ils étaient en galère, plutôt classe moyenne. À côté de ça, j'étais allée à l'école dans des trucs très élitistes où du coup les gens que je fréquentais,
mère, on était plutôt socialement plus élevés entre guillemets. Donc j'ai toujours été dans un mix. Moi, j'ai vécu dans ce mixte-là. Et quand je suis retrouvée en recherche ou autre, je l'ai beaucoup moins vu parce que dans les études, c'est malheureux, mais c'est vrai. Tu as une surreprésentation de personnes issues de parents qui eux-mêmes ont fait des études dans ce type d'études. C'est comme ça. Et du coup, de faire chambre d'hôte, ce que j'adore, c'est que je retrouve de nouveau tout le monde, en fait, comme là où moi j'ai été élevée. C'est-à-dire, je peux aussi bien retrouver des petits étudiants qui veulent marquer le coup et qui vont se payer une nuit un peu sympa pour fêter leurs 2 mois de rencontre, j'en sais rien, tu vois, et qui n'ont pas un salaire très, voilà, que des personnes qui financièrement sont plus installées, que tu vois, je trouve de nouveau de tout. Et j'adore ça. C'est un milieu qui me correspond plus, justement, de pouvoir discuter avec tout le monde. Je discute avec des artisans avec qui, pour certains, je suis devenue assez proche. J'ai ce côté où, du coup, je refréquente des personnes de tout milieu, de tout bord, de tout genre. Je pense que j'ai besoin de ça dans mon épanouissement parce que c'est comme ça que j'ai grandi, finalement. Et tu vois, d'être limitée à un truc, ça m'a toujours un peu frustrée. Enfin, voilà. Donc là, j'aime bien. Puis aussi, je pense, c'est des discussions sans étiquette parce que quand on est comme ça dans des chambres d'hôtes, il n'y a pas de toi, qu'est-ce que tu as fait comme étude, qu'est-ce que tu as fait comme métier. C'est très libre, en fait, tout le monde est là pour profiter. Enfin, moi, je sais pas la plupart du temps ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Il y a des choses où, tu vois, dans les comportements, dans les voitures qui arrivent, qui appuient plus loin, voilà. En soi, t'arrives à choper des petits trucs dans des intonations de voix, dans des choses. Mais c'est super, comme ça, je suis tombée toujours sur des clients adorables, enfin, super sympas. C'était vraiment bien. Et du coup, tu vois, je retrouve cette pluralité. Ça, je trouve ça super. J'ai ce côté où c'est beaucoup plus léger, parce que, jusque-là, moi, j'étais avec des personnes qui vivaient des choses dures, donc forcément elles étaient pas toujours très joyeuses et on peut pas leur en vouloir, hein. Et puis bon, des fois elles passent un peu tes nerfs sur toi, alors que là, à l'inverse, je suis dans de la légèreté absolue. C'est des gens qui veulent juste s'évader, kiffer leur moment, découvrir une région, enfin c'est génial, tu vois, ils sont là pour du kiff, donc forcément ils arrivent pas avec la même énergie, avec la même énergie, tu vois. Et je te dis, à ce moment-là de ma vie, moi j'avais besoin de ça, je pense que j'avais besoin de ça. Alors ça se trouve dans 10 ans je changerais, je ferais autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas ça correspond très bien à ce que j'avais envie de faire à l'instant T, et là pour l'instant ça me va bien. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est facile d'ouvrir des chambres d'hôtes quand on a un enfant en bas âge? Parce que je pense que c'est un projet pour beaucoup, tu vois, d'ouvrir des chambres d'hôtes, surtout avec des enfants. On se dit comme ça, on est à la maison tout le temps. Mais en même temps, je peux imaginer qu'il y a des étrangers un peu tout le temps, que tu peux pas forcément avoir de vie de famille comme tu peux l'imaginer. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, comment ça se passe? Alors non, c'est moins facile qu'on pourrait le croire. En fait, ça dépend ce à quoi on se compare. Si on pense qu'on va être quasiment comme si on était mère au foyer, mais qu'en plus on va gagner de l'argent, c'est pas vrai. Pas possible parce que forcément, t'as plein d'autres choses à gérer, surtout au moment de la création où c'est là que c'est le plus lourd. C'est énormément de boulot. Enfin, moi, j'ai calculé la dernière fois. Je crois que je travaille plus de 90 heures par semaine, hein. Je dis travailler, ça veut pas dire pendant 90 heures, je fais les chambres et le petit-déj, pas du tout, hein. Quand je dis travailler, c'est que je dois mettre plus de 90 heures entre gérer mes travaux, faire les plans, parce que du coup, moi, j'ai pas fait appel à des archis ni rien, je fais tout moi-même. Donc, la partie plan, la partie commande, la partie médiatiser la maison, parce que ça prend un temps pas possible. Faire des partenariats avec des fournisseurs, etc., etc. Si je cumule tout, je passe 90 heures par semaine. C'est-à-dire que je me lève à 7h30, à 7h30, je suis déjà sur mon téléphone à envoyer des mails pro. C'est très, très prenant. Et pareil, le soir à 23h, pendant que mon mari regarde un film et que je suis avec lui à côté, histoire d'être quand même là, sur mon téléphone, hein, en train de répondre à mes mails encore toujours. Tu t'arrêtes jamais. Donc c'est énorme en termes de charge de travail. Par contre, ça a beau être énorme en charge de travail, tu choisis complètement ton planning. Mon fils, il rentre de chez la nounou à 17h, parce qu'on a fait le choix du coup d'avoir une plage assez courte, hein, donc du coup il va chez la nounou de 8h30 à 17h. Donc ça reste correct, je trouve. 17h, il rentre. On fait une balade ensemble dans les champs, on papote, il me raconte sa journée, enfin ce que j'arrive à comprendre de sa journée, parce qu'il est petit. Voilà, mais il y a une sensation d'échange. Son père rentre, il prend le relais, moi je rebosse. Et en fait, t'as ce truc où même si je suis pas toujours à 100% avec lui, bien sûr que non, il me voit en visuel, tu vois, et pendant 2 secondes, il va me dire « Ah, au fait, maman, machin », hop, je pose mon téléphone, je pose mon ordi, je dis « Oui, mon cœur », et pendant un quart d'heure, je vais faire une pause avec lui, je vais faire un puzzle avec lui, j'en sais rien, tu vois. Mais donc, j'ai beau travailler beaucoup, j'arrive à lui accorder ce temps-là. Ce qui est pas possible pour des salariés qui bossent parfois moins, en fait, finalement. Parce que t'es au bureau, et parce qu'aussi la pression que tu te mets, moi, ma pression, je me la mets toute seule. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai une exigence avec moi-même qui est, voilà, si demain, j'ai envie de baisser mes exigences ou autre, je peux le faire, finalement, hein. Si un jour, pour X ou Y raison, dans ma journée, je me dis, bon, là, le petit, j'ai vraiment envie de passer du temps avec lui, je vais aller au zoo avec lui pendant 3 heures, au milieu de la journée, je fais une coupure, et à la place, je travaillerai plus longtemps le soir, je peux le faire. Travailler moins, non.
Tu vas travailler même plus, je pense, que beaucoup de gens. Mais par contre, tu as du temps à consacrer, bizarrement. C'est fou, hein, parce que tu travailles plus, ou en tout cas, moi je travaille déjà beaucoup, donc peut-être pareil. Mais j'ai beaucoup plus de temps à lui consacrer que ce qui était le cas avant. Et après, quand les travaux sont finis, t'as l'impression que ça demande quand même moins de temps? À mon avis, oui. Alors, je te dirai ça après. Parce que là, moi, je le vois, hein, moi, ce qui me prend le plus de temps à l'heure actuelle, c'est toute la gestion des travaux. Parce que c'est de très gros travaux. Là, on avait 330 mètres carrés qu'on a déjà rénovés en un an. Les gens qui te font de la réno te le diront qu'un an pour 330 mètres carrés, on a vraiment carburé. Et là, tu as de nouveau 90 mètres carrés qui sont en train d'être restaurés et 110. Parce que actuellement, du coup, vous avez quatre chambres d'hôtes, hein, c'est ça? Ouais. Et vous avez pour projet d'en avoir combien? 4, mais en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un gîte à côté. En fait, j'avais un grand garage de 60 mètres carrés sur 2 niveaux, donc 120 mètres carrés. Avec Alexis, les voitures, c'est pas notre délire. Donc, du coup, on a décidé de le transformer en petit gîte. Pas si petit que ça, mais en gîte. Pour accueillir, du coup, les familles. Parce que là, à l'heure actuelle, on pouvait difficilement accueillir les familles, ou en tout cas pas les enfants en bas âge, dans la maison. Du fait, justement, que c'était des parquets en bois anciens. Donc, les enfants, moi, je sais ce que c'est, j'en ai un. Hein. C'est les âges où ils courent partout. Avec les voisins à côté, c'est compliqué. Donc là, le fait qu'ils soient en gîte, ils vont quand même avoir accès au jardin, à plein de choses. Ça me permettait du coup de pouvoir toucher une clientèle familiale. Alors toi, du coup, tu dis que tu travailles beaucoup parce que tu es très exigeante. Ce serait quoi ton plus grand rêve professionnel et peut-être ta vision pour le Clos d'Agobert? Bonne question. Moi, alors j'ai jamais rêvé de gagner des 1000 et des 100. Moi, j'ai jamais été dans ce truc-là. Moi, j'ai toujours rêvé de gagner suffisamment pour pas avoir peur du lendemain, parce que bon, j'ai connu ça dans ma famille, donc forcément, du coup, j'ai toujours eu un peu cette peur. J'ai toujours rêvé d'être importante dans la société. C'est ce que je te disais. Alors, importante, ça veut pas forcément dire être connue du tout. C'est là, moi, mon rêve, ce serait de pouvoir du coup avoir plus de salariés, ce qui me permettrait moins de me reposer et de pouvoir faire travailler du monde autour. Et là, du coup, on est déjà en train d'essayer de faire ça petit à petit en nouant des partenariats à côté. Et moi, j'aimerais vraiment pouvoir être une figure locale importante, non pas en termes de reconnaissance, mais en termes d'emploi. Moi, ce serait ça mon rêve. Donc, ce serait de continuer à m'expandre de manière à pouvoir employer du monde en fait et faire vivre des personnes. Notamment parce que là, tu sais, ça filiale à l'hôtellerie, donc c'est des personnes qui souvent n'ont pas de diplôme, tout ce qui va être femmes de chambre, etc. Donc qui souvent ont du travail qui est difficile, qui forcément me fait penser à ma grand-mère. Donc c'est une situation qui me sensibilise. C'est très compliqué pour eux. Ils se retrouvent souvent pris au piège avec des patrons pas terribles, mais où tu peux pas changer parce que de toute façon c'est hyper compliqué de trouver du travail quand on n'a pas de diplôme. Essayer d'avoir quelque chose d'assez cool et bienveillant pour eux, quoi. Moi, c'est ce que j'aimerais. Voilà, ce serait mon rêve, tu vois, c'est ça. C'est pas un rêve de fou, hein. Ouais. Mais mon rêve, ce serait juste ça. Pour le clos, c'est avoir un chiffre d'affaires suffisant qui me permette du coup de moi pouvoir lever le pied en embauchant du monde et en leur permettant à tous d'avoir une qualité de vie correcte. Oui, aider d'autres personnes finalement à trouver la stabilité que toi t'as trouvée. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai des rêves autres dans l'immobilier. Moi, j'aimerais bien un jour, si j'ai les moyens de pouvoir le faire. Mais ça, du coup, il faudrait que la maison marche bien pour pouvoir le faire. Acheter, tu vois, des petits appartements, des choses comme ça, dans Clermont, plutôt bien fait. Et une fois qu'ils sont à peu près rentabilisés, le but, c'est pas de gagner, c'est juste de pas perdre d'argent avec. Mais une fois qu'ils sont rentabilisés, de pouvoir les mettre au profit d'associations, justement, pour des femmes battues, des choses comme ça, qu'elles aient des logements. Moi, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, mon rêve futur, c'est ça. C'est pas de m'expandre au niveau de la maison. Je pense qu'elle est déjà grande, elle est déjà bien. C'est de la remplir suffisamment pour que financièrement, je puisse avoir ces projets-là. C'est des beaux projets en tout cas. Et peut-être petite question aussi, parce que c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais est-ce que ça demande beaucoup de financement d'ouvrir des chambres d'hôtes en termes de travaux Ouais, alors après, c'est comme tout. Je pense que ça va dépendre du type de chambre d'hôte que tu veux faire, de où tu t'installes, enfin de plein de choses finalement. Donc c'est un peu compliqué de donner un chiffre. Moi, je peux te donner le chiffre du mien. Je j'ai pas de tabou avec l'argent. Mais par contre, ça veut pas dire que mon cas sera forcément celui de tous ceux qui veulent ouvrir chambre d'hôte, parce que t'as des chambres d'hôte beaucoup plus modestes, t'as des gens qui héritent une maison de famille, ils vont pas du tout avoir le même budget à mettre. Et puis même par rapport au standing qu'on a fait, je pense qu'on est plutôt haut de gamme, donc forcément on a dépensé plus cher que des personnes qui mettraient des matériaux un peu moins onéreux. Moi, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a acheté la maison cash. En gros, parce qu'on avait fait des énormes plus-values en Île-de-France. Donc, quand je te parle d'énormes plus-values, c'est plus de 300 000 euros qu'on a gagné en 3 ans. Hein. C'est des sommes énormes. En fait, c'est pour ça que je te disais que ma vie, elle était gagnée par l'immobilier. Donc, du coup, ces sommes-là ont été réinvesties pour acheter la maison, qui était dans un état pas possible. On a fait faire tous les travaux. Mais pour les travaux, en gros, on a acheté la maison 500 000 euros pour un peu plus de 600 mètres carrés. Donc, un peu moins de 1 000 euros du mètre carré, mais c'est quand même 500 000 euros. Faut quand même les mettre.
on a pu les mettre parce qu'on avait un énorme apport grâce à l'immobilier d'avant. Et par contre, on a dû emprunter pour les travaux qui représentaient plus de la moitié du prix du bien, c'est-à-dire encore 300 000 euros, tu vois. Donc, t'es quand même sur des gros chiffres. Ouais, c'est gros budget, ouais. Des énormes budgets. Et nous, on l'a fait parce que du coup, l'emprunt est pas si énorme que ça, parce que justement, on avait déjà un apport considérable. On n'aurait jamais pu emprunter pour 800 000 euros. Hein. Et la chance que j'ai eue, le banquier, donc quand il nous a prêté l'argent, a pris en compte donc le salaire de mon mari, qui est un salaire normal en fait finalement lui. Et ils ont rajouté dedans, ils ont accepté de rajouter donc mon chômage, ce qu'ils font pas normalement. Donc ils ont accepté de calculer dans l'endettement mon chômage. Donc du coup ils me rajoutaient quasiment 1400 euros de plus par mois dans le salaire. Ils ont également accepté de rajouter mon prévisionnel en fait de combien je pensais gagner. On a emprunté beaucoup plus facilement et beaucoup plus largement que ce que réellement, si on regardait que le salaire de mon mari, on pouvait emprunter. Donc ça a été aussi une chance parce qu'il y a des banques qui acceptent pas du tout. Je dis ça comme si c'était simple, on en a fait 20 des banques avant d'avoir ça. Là, je te dis ça comme si je me suis survendue, comme si je me vendais en entretien d'embauche, je les ai harcelés, je leur ai montré tout le parcours étudiant, le fait qu'on était déjà allé dans des magazines de déco pour nos autres rénovations en Île-de-France, combien on avait gagné, machin. Donc ouais, mais après oui, c'est pas mal d'argent en jeu, hein, forcément, donc faut que ça marche aussi. Je me lance aussi dedans parce que je sais que si pour X ou Y raison ça fonctionne pas, je vais travailler en tant qu'orthoptiste. Moi j'ai travaillé au McDo jusqu'à 23h, McDo d'Alésia pendant mes études, je le refais au pire. J'ai aucun complexe social, j'ai aucun... Je m'en fous, s'il faut gagner de l'argent, on le gagne, hein, on le cherche. Hein. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Et c'est quoi pour toi une reconversion réussie? Quand tu te sens bien et que tu es content de bosser, je pense. Non, ouais, c'est ça. En fait, je pense que pour moi, c'est réussi quand quand t'as bien anticipé quelle allait être ta vie une fois la reconversion faite. Tu vois, là, je me suis pas fait avoir, justement parce que je m'étais déjà fait avoir la première fois sur la partie recherche où j'avais énormément fantasmé et c'était peu ce que je m'étais imaginé, tu vois. Donc là, à l'inverse, j'ai essayé d'être très pragmatique et réaliste sur ce qu'allait être ma vie. J'ai même plutôt noirci le tableau à la base parce que je voulais pas être déçue, tu vois, et que quand je fasse le choix, j'y aille en pleine conscience. Et pour moi, une reconversion réussie, c'est ça, c'est de savoir bien anticiper le fait que de toute façon, rien n'est parfait, tu auras forcément des choses qui vont pas te plaire dans cette reconversion, mais que t'en sois pas surpris et que c'est ok, et que ces choses un peu moins cool soient ok avec toi, parce qu'on n'a pas tous la même notion de ce qui va nous déranger ou pas, tu vois. Moi, bosser beaucoup me dérange pas à partir du moment où j'arrive à dégager du temps avec ma famille. Pour d'autres personnes, ça peut gêner. Par exemple, là, dans ma vie actuelle, je sais que je vais pas pouvoir voyager. Je le sais. C'est-à-dire que moi, au moment où c'est les vacances scolaires ou les grandes vacances, c'est là que moi, je vais tout donner. Je vais pas, m'en aller. Je le sais. Après, je suis pas partie en voyage, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais tu vois, c'est des choses qu'il faut avoir eu en tête. Et pourtant, voilà, c'est des inconvénients. Il y a des gens qui ne pourraient pas accepter ça. Il y a des gens qui pourraient pas accepter de travailler le samedi, dimanche. Et je le sais, hein, et c'est ok, il y a pas de problème. Dans ta reconversion, je pense qu'il faut bien anticiper les moins qu'il y aura et être sûr que tu vas être ok avec ça. Parce que oui, je te dis, aucune situation est parfaite. Tu auras forcément des compromis à faire quelque part. Donc moi, je l'ai fait là-dessus. C'est plutôt ok pour l'instant. Ça se trouve, quand mon fils grandira, ce sera moins ok. Mais là, pour l'instant, ça me va. Et après, quoi dire, moi, je pense qu'une reconversion, je pense qu'on peut se reconvertir 10 fois dans une vie. Donc, au pire, tu rechanges, quoi. Un grand merci, Marine. Franchement, c'est un témoignage hyper émouvant et puis inspirant parce que vraiment, tu as une force de caractère qui est impressionnante. Donc, je mettrai tous les réseaux sociaux du Clos d'Agobert pour que les auditeurs puissent peut-être partir en vacances chez vous cet été. Un grand merci, Marine. Salut, merci à toi. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Zencastr, la plateforme que j'utilise pour enregistrer ce podcast. Créez dès maintenant votre compte Zencastr gratuitement sur zen.ai/oserlareconversion1 et bénéficiez de 30% de réduction pendant 3 mois sur les comptes professionnels avec le code OSERLARECONVERSION1. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.